Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Café Richelieu. Merci à tous ceux qui ont liké, partagé, commenté nos dernières émissions, ça nous aide beaucoup. La chaîne manque grandement de visibilité depuis quelques temps et on commence tout de suite cette émission consacrée à l'inflation. Vous avez sorti le vitriol? J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Il a beaucoup de philosophie, mais il aime trop l'orififi. Pour m'accompagner ce soir, Sky et Salvia. Bonsoir. Bien le bonsoir. Bonsoir. Alors, on commence tout de suite. L'inflation. Bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire de donner une définition? Je pense que nos auditeurs savent ce que c'est. Vous voulez dire quelque chose quand même dessus Bon, en vérité, je pense que ça sert pas à grand chose d'en donner une définition. On va sortir d'un cadre un peu scolaire, là, quand même. Alors, on va faire quelque chose de très peu scolaire ce soir. Mon cher Sky, ressens-tu l'inflation? Alors, ressenti physique, on va dire, ouais, dans la nourriture. Ressenti métaphysique dans le portefeuille, d'une certaine manière. Non, ça reste physique, ça. Mon portefeuille n'est pas du tout métaphysique, le mien en tout cas. Il y a de plus en plus métaphysique, on va dire, qui devient dissolu. Il est tout ce qui est de plus palpable. Enfin, palpable. Pas ce qui en reste, hein. Ce qu'il en reste, c'est ça. Non, bah évidemment, de toute façon, je pense que comme chaque Français, même au-delà de ça, chaque personne qui a été habituée à vivre dans le monde occidental se rend compte que doucement ça commence à te casser la gueule, et que les fameux lendemains qui chantent des libéraux capitalistes de l'époque ne sont pas au rendez-vous. Et qu'il y a beaucoup plus de gens qui commencent doucement à bien se réveiller en constatant le manque concret et réel en fait de viande. Voilà, les gens achètent moins de viande, moins d'alcool, moins d'un peu toutes les denrées un peu plus chères, quoi. Parce que nécessairement, ça devient compliqué pour tout le monde. On met moins souvent l'essence dans la bagnole. Ouais. Alors Salvia, tu la ressens un peu de la même manière, j'imagine? Ben, on va dire que moi je le ressens, mais que ça. Enfin, je suis moins concerné que la plupart des gens. Enfin, je m'estime moins concerné que la plupart des gens. Mais surtout parce que, j'ai. Comment dire, j'ai pas encore de loyer à payer. J'espère ne pas en avoir un jour d'ailleurs pour l'instant. Et j'ai pas de. On va dire que je suis pas vraiment dans le besoin en termes d'argent. Et donc, même si je vois quand même certaines augmentations de prix, on va dire que je le ressens moins que la plupart des autres, quoi. Oui, t'es pas à découvert à la fin du mois et tu te serres pas la ceinture pour essayer de boucler le mois. C'est ça. Ouais. C'est ça, voilà. Mais tu fais un peu attention quand même à ce que t'achètes ou pas du tout? Bah oui, mais ça, c'est la base. J'essaie de ne pas non plus jeter l'argent par les fenêtres. Oui. Alors, pour nos auditeurs qui nous écouteraient, hein, clairement, on est des prolos. La réalité est assez crue, mais elle est assez vraie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se font cette idée, comme quoi les royalistes sont des espèces de bourgeois versaillais, qui jugent le haut de la société du haut de leur, du fond de leur salon. Il y en a. Hein. Il y en a, c'est vrai, mais c'est une infime minorité. C'est-à-dire que la majorité, la très 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 écrasante majorité des militants ou sympathisants ne sont rien d'autre en fait que des gens que vous pouvez rencontrer au quotidien tous les jours. Hein. Et des prolétaires, on n'a pas de thunes. Salvia, elle a pas trop de plans à la fin du mois. Personnellement, si, je suis à découvert au moins 100 balles tous les mois. Ah, chacun, on va dire, son niveau de ressenti en fonction de ses activités et de son salaire, de la situation. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tant que royaliste, on est tous impactés pleinement et à égalité avec n'importe qui d'autre au sein de la population par cette inflation. Faut savoir aussi que personnellement, moi, je vais pas raconter ma vie, mais on va dire, je suis moins impactée parce que j'ai un avantage, c'est que je vis encore en partie chez mes parents. Donc ça aide. C'est eux qui m'aident vraiment là-dessus. Il n'est pas le cas de Sky parce que lui, il a d'autres problèmes. Voilà. Oui, non, après, ce qu'on pouvait critiquer il y a encore une quinzaine ou une vingtaine d'années, je vois bien ceux qui étaient un peu plus grands que moi à l'époque, qui devaient quitter leurs parents, et certains le faisaient, d'autres le faisaient pas. Ceux qui le faisaient pas étaient un peu mal vus. Et actuellement, j'ai l'impression que c'est de plus en plus en train de devenir une norme parce que
bah, quand tu commences et que tu travailles au SMIC, payer un loyer ou acheter une baraque, c'est impossible. Bah oui, tout à fait. Ou très compliqué. En fait, disons que les exigences pour accéder à ne serait-ce qu'à un appartement ont complètement changé. On a vu cette évolution en une décennie à peine. Aujourd'hui, on t'exige l'équivalent de 3 fois le montant de ton salaire, en gros. Enfin, on te demande, ouais, c'est ça, je crois, 3 fois le montant de ton salaire par rapport à la caution, à tout ce que tu dois payer juste en avant. Oui. Dans le genre, pour obtenir l'appartement. Oui, un jeune qui travaille au SMIC, s'il n'est pas en couple, devenir propriétaire, c'est quasi impossible, et même locataire, selon les endroits, c'est très compliqué. Alors il y a des endroits qui sont moins touchés, et il y a des apparts qui sont relativement abordables, même pour un jeune au SMIC, mais dans beaucoup d'endroits, dès qu'on va dans des endroits où généralement il y a du travail, dans les villes, etc., on se rend compte que le moindre appartement, c'est 600, 700, 800, 900 euros de loyer par mois, et si on touche le SMIC, bah, c'est compliqué de se nourrir à côté, juste. Ouais. Sans parler d'avoir une voiture et éventuellement des loisirs, même si c'est des loisirs qui coûtent pas trop cher. Mais c'est très bien qu'on aborde le sujet de cette inflation par les appartements, par le logement, en fait, parce que c'est quand même la priorité, on va dire, dans l'esprit de tout le monde, d'avoir un toit sur la tête, on veut dire en dehors de se nourrir, qui est la priorité de base. Mais c'est vrai que le fait d'accéder ne serait-ce qu'à la simple location d'un appartement, aujourd'hui, c'est la croix à la bannière. On a besoin d'avoir un certain fonds de base, comme je disais, payer la caution, mais au-delà de ça, en fait, on a aussi besoin d'un CDI, en fait, et c'est pas quelque chose qui est accessible, en fait, pour tout le monde. Disons que c'est accessible, mais c'est pas forcément plus facile, c'est même d'ailleurs beaucoup plus difficile aujourd'hui de réussir à se conforter dans un CDI. C'est pas la norme. D'avoir la sécurité de l'emploi pour pouvoir justement accéder ensuite à, même pas la propriété du coup, mais ne serait-ce qu'un endroit où crècher. Oui, puis il faut voir les emplois qui proposent des CDI, c'est souvent pas des emplois, c'est pas souvent les emplois les plus intéressants. Bah non, en fait, de toute façon, les emplois qui proposent des CDI sont les emplois que personne n'a réellement envie de faire, en fait. C'est ça, et pour être un minimum attractif, ils proposent constant parce que tout le monde se barre étant donné que ces emplois sont merdiques. Ouais, c'est ça. C'est tout. Souvent aussi, pour des emplois, les employeurs préfèrent, on va dire, ils préfèrent souvent faire, au lieu d'un CDI, plusieurs petits CDD. Comme ça, ils peuvent se débarrasser de la personne quand l'envie leur en prend. Même si c'est pas légal, j'en ai vu, j'ai vu faire. Donc. De toute façon, il y a une chose qui est certaine, c'est que dans le monde de l'emploi à l'heure actuelle, cette question de la légalité, en tout cas, ne se pose même plus du tout dans l'esprit des patrons. Il n'y a qu'à voir le nombre de Français qui ont travaillé, ou qui travaillent encore aujourd'hui, ou qui envisagent de travailler au black. La mentalité du légalisme qu'on pouvait y avoir il y a encore peut-être pas forcément un siècle, mais il y a encore une trentaine d'années. Cette espèce de doctrine un peu protestante du travail qui doit être justement payé, et on paye sa charge à l'État. En France, c'est de moins en moins le cas. Le black est quelque chose qui est de plus en plus répandu et même complètement admis. En fait, c'est même pas un tabou. En fait, les gens s'en cachent même plus. Donc c'est ce qui témoigne, on va dire, de la décadence progressive, on va dire, de notre système économique, de notre système finalement, cette illusion dans laquelle on a vécu, de pouvoir vivre dans un monde, le monde merveilleux des capitalistes, quoi. Moi, cette discussion, elle m'inspire deux choses. La première, c'est que, concernant le black, juste rapidement, en fait, l'État s'en rend bien compte aussi. Et c'est pour ça que, de plus en plus, la monnaie réelle va tendre à disparaître. C'est pour ça qu'on démultiplie les moyens de paiement dématérialisés et qu'il y a des projets de loi pour interdire toute monnaie physique. Parce que du coup, ça coupe le black. Plus de black, plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, et ainsi de suite. Mais après, bon, je suis pas économiste, mais bon, il y a des économies parallèles qui font aussi tourner l'économie réelle, et du coup, c'est compliqué. Mais bon, dans les grandes lignes, ils veulent arrêter la monnaie papier, entre autres pour ça. Ou en tout cas, officiellement. C'est vrai qu'on aborde un aspect beaucoup plus économique, et c'est vrai que, oui, tout de suite, c'est pour ça que je faisais juste une petite parenthèse, mais c'est bien de le souligner aussi. Après, par contre, il y a un truc qui m'interpelle réellement. On parle d'inflation, et on en vient à parler de nourriture et de logement. En fait, on parle des besoins primaires. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un problème. Parce que
on dirait oui bon bah j'ai plus assez d'argent pour partir juste le week-end. C'est-à-dire que j'ai assez d'argent, ça va, on boucle le mois et tout, mais il me reste 50 €. Et c'est pas assez pour faire l'aller-retour Paris-Marseille en voiture pour le week-end. Ouais. Je dirais bon, ça impacte les loisirs. Là, on en est à parler de logement et de nourriture quand même. Ouais, clairement. T'as tout à fait raison de le souligner. Alors après, ça soulève une autre interrogation. Moi, je remarque qu'il y a souvent des gens, alors souvent. C'était peut-être vrai il y a encore 10 ans, est-ce que maintenant c'est encore vrai, je sais pas, mais il y a souvent des gens qui se plaignent de pas réussir à boucler leur fin de mois, mais qui pour regarder l'heure sortent le dernier iPhone. Bon. Alors, est-ce après... que les gens ont pas un problème de priorité aussi? Exactement. Ça, c'est qu'en fait, c'est un phénomène du siècle, hein. C'est pas dire dans n'importe quelle autre époque, l'être humain se soucierait avant toute chose, en fait, de payer son loyer et sa nourriture dans le frigo. C'est qu'il y a des gens qui vont accorder beaucoup plus d'importance à leur statut social, à travers les vêtements qu'ils portent, à travers les objets high-tech qu'ils vont utiliser, hein, que à ce qu'ils foutent dans leur assiette. Et ça, malheureusement, c'est une réalité, c'est pas juste une critique ou un jugement extérieur. Il y a des gens qui préfèrent manger des pâtes toute la semaine ou tout le mois pour pouvoir s'acheter la dernière montre, le dernier machin, enfin, c'est très bon, donner cette illusion, on va dire, de richesse, tu n'aimes pas les pâtes, Sky, plutôt que de manger des savons. C'est inadmissible, parce que tu décris une cuisine extraordinaire. Pardon? Moi, j'aime les pâtes. Voilà. C'est dit. D'accord, mais est-ce que tu boufferais des pâtes toute la semaine? Que des pâtes. Un peu de spaghetti, monsieur le curé. Merci. Moi pas. Pourtant, j'aime les pâtes aussi. Ah, honnêtement, si je peux prendre du riz une fois de temps en temps à la place, ça me Mais non, dérange pas. honnêtement, c'est vrai que pour avoir c'est vrai qu'on a déjà eu cette discussion de toute façon et je sais que je connais tes priorités en matière culinaire. Ce qui compte, c'est que ça remplisse l'estomac. Exactement. Non, alors après, voilà, je vous ai écouté. De mon côté, je la sens pas tant que ça, l'inflation. Alors, je la sens pas de la même manière que vous, on va dire. Parce que ça fait quelques années maintenant que, avec ma fiancée, on essaye de mettre de côté pour plusieurs raisons, mais entre autres pour que je puisse me mettre à mon compte un jour. Et du coup, sur nos 2 salaires, il y en a quasiment un qui part en épargne. Et on arrive à peu près à vivre à 2 avec un salaire. Avec un salaire au SMIC, hein, je précise. Le fait est que on arrivait à boucler le mois peu ou prou, jusqu'à il y a pas trop longtemps, et que depuis quelques mois, on fait un peu plus attention et c'est un peu plus compliqué de finir le mois. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'on n'arrive pas à finir le mois, c'est juste que je mets moins d'argent de côté. Et du coup, on arrive à vivre. Mais le projet, au lieu d'être raccourci, va être rallongé. Voilà, donc on le sent pas de la même manière et on va pas mourir de faim. Mais c'est de plus en plus dur d'épargner, on va dire. Même avec 2 salaires, sans enfants et en faisant un peu gaffe à ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'avant, on avait envie d'un truc, on l'achetait. Ouais, on est à 2, c'est pas... La viande au kilo, bon, on n'est pas à 2 € près, on est à 2, on va pas prendre 500 grammes chacun, tu vois. Donc bon, finalement, le prix est limité. Si une fois on a envie de se faire plaisir avec un bon plat, on se fait un bon truc. Mais du coup, là, ça fait quelque temps, la viande, c'est une fois par semaine. Parce que, le porte-monnaie, sinon, il tire un peu la gueule, quoi. Du coup, vu qu'on a tous les 3 exprimé notre ressenti par rapport à l'inflation, est-ce que vous avez des moyens pour pallier à ça? Est-ce que vous achetez juste moins? Est-ce que vous achetez des produits différents? Est-ce que vous avez changé, je sais pas, de façon d'aller au travail, de façon de chauffer? Est-ce que vous êtes devenu vegan? Enfin, c'est pour la blague, mais ma fiancée racontait à son collègue qui est végétarien. Et moi non plus, je mange plus de viande. Et il lui fait: ah, t'es devenue végétarienne aussi? Et elle fait: non, j'ai juste plus d'argent. Voilà. C'est tellement ça. J'ai parlé des moyens. En fait, moi, j'ai longuement songé à aller faire un stage en quartier pour dealer du shit, voilà, que pour essayer de trouver des moyens palliatifs, on va dire, à l'augmentation de l'inflation. Mais bon, après, je me dis que c'est pas très moral. Donc, j'y réfléchis encore. Je suis pas encore sûr. Ouais, non, je suis pas sûr que... Sur le court terme, peut-être. Sur le long terme, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Surtout maintenant que je l'annonce comme ça publiquement, non, ça me paraît encore moins être une bonne idée. Ouais, non, maintenant que tu l'as dit, c'est bon, t'es fiché. C'est voilà. fini. Non, mais après, pour le plus sérieusement, si on doit parler des réels moyens à mettre en œuvre pour se prémunir autant qu'il est possible de l'inflation,
c'est une démarche autonomiste, en fait. C'est-à-dire, si vous avez la chance d'avoir un terrain, moi, j'en ai un côté que je pense que on va pas tarder à se mettre à le cultiver. Mais c'est quand même la grande priorité, c'est-à-dire être capable de produire sa propre nourriture. Déjà, ça fait une grosse réduction dans la consommation quotidienne. Et vous subvenez à votre besoin fondamental, quoi. C'est-à-dire se nourrir pour survivre. Ensuite, effectivement, c'est la propriété. Alors, moi, justement, j'épargne aussi de côté dans le but de devenir propriétaire, précisément, en fait, pour ne plus avoir à supporter le poids d'un loyer ou à supporter T'étais au courant, Sky, de ce projet de loi qu'il y avait sous François Hollande de faire payer un loyer aux propriétaires? Alors non, je n'étais pas au courant de ce projet de loi. Il y avait un projet de loi parce que c'était inadmissible que les propriétaires ils payent pas de loyer alors que les locataires ils en payent un. C'est le comble de l'absurdité. Oui, mais il y avait un projet de loi comme ça. Mais alors, je crois qu'il n'est pas passé, hein, mais... Ah oui, quand on a des hommes politiques... Alors bon, de toute façon, c'est depuis quand même un paquet de temps qu'on a des lois absurdes qui arrivent les unes derrière les autres. Bon, finalement, ce n'est on va dire qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais quand même, faut réaliser que quand on a des hommes politiques qui sont capables de proposer des choses aussi absurdes, on peut douter sérieusement, on va dire, de leur capacité intellectuelle. Non pas que ce soit des débiles profonds, mais à un moment donné, on est quand même en droit de se poser la question, parce que nécessairement, s'ils arrivent à un tel poste, c'est pas forcément que ce sont des débiles. Moi, je pense que c'est surtout des bons esclaves bien soumis qui ont fait les allégeances qu'il fallait, principalement. Mais en tout cas, humainement parlant... humainement parlant, ça vaut pas grand-chose. Humainement parlant, ça vaut rien, ces gens-là ne sont rien. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ce sont ceux qui ne sont rien, c'est eux, en fait. D'un point de vue moral, effectivement, je suis entièrement d'accord. Mais non, du coup, tu me surprends, parce que pour le coup, j'étais pas du tout au courant de cette loi, mais bon, tu me surprends. Tu m'accables davantage de constater la stupidité ambiante de cette classe politique, mais... Oui, c'est comme l'hymne anglais qui ne cesse de faire rire sans toutefois nous surprendre un instant. Pour ceux qui ont la ref. Du coup, nous, personnellement, pour pallier à l'inflation, on a arrêté de chauffer au gaz, on chauffe au bois. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai trouvé un travail plus près de chez moi, je ne prends plus la voiture, j'y vais à pied. Des petites choses comme ça, c'est pas grand chose, mais quand on voit le prix du carburant, finalement, ce que j'économise par mois, avant je faisais 1 à 2 pleins par mois, maintenant j'en fais 1 tous les 2 mois, mais c'est pour les loisirs. J'utilise plus du tout la voiture pour le travail. Donc c'est vrai que tu me fais réaliser qu'en fait j'ai suggéré des conseils sans pour autant de dire ce que je faisais vraiment, donc je prends l'excuse. Hein. Non, mais il y a pas de souci. Mais oui, c'est vrai. Concrètement, qu'est-ce que je fais moi à mon échelle pour pallier à l'inflation? Des demi-pleins en fait dans la voiture autant que je le peux. Réduction des trajets, du coup, en fait, je fais un demi-plein, surtout pour me forcer à me limiter dans le déplacement, de constater à chaque fois que je rentre dans la bagnole qu'il y a un demi-plein, donc du coup, ça me permet de moins me dire que je peux aller un peu où je veux, en fait. Effectivement. Il y a ça. Il y a le fait d'acheter plus de légumes. Alors, effectivement, on peut dire que cette inflation a des côtés positifs sur mon régime alimentaire. Moi qui suis naturellement un carnivore, je découvre des denrées que je pensais exotiques. Voilà. Oui. Donc voilà, ça a un côté positif. Mon corps m'en remercie. Hein. Ouais, non, c'est pas mal. Non, mais du coup, tu vois, Sky, tu t'excuses de pas donner d'exemples concrets de ce que tu fais. Voilà, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui montrent l'exemple, comme moi, et puis il y a ceux qui disent faites comme ça, et puis faites pas comme moi. Ouais, non, c'est vrai, c'est ça. 2 écoles. Chers amis, c'est le moment de vous rappeler de cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, de commenter, de partager, ça nous fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche pour être notifié de chaque nouvelle publication. Tout ceci est vraiment très important pour le référencement de la chaîne. Je rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre sur Discord et intégrer le cercle de gentilshommes le plus proche de chez vous. Nous sommes présents dans 17 régions en France. C'est l'occasion pour nous tous de nouer des liens dans le réel. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee afin que nous puissions améliorer sans cesse la qualité de nos émissions et nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Salia, quelque chose à rajouter? Oh, pas vraiment, si ce n'est que moi, je me suis toujours déplacée à vélo pour aller au travail. À vélo ou à pied, j'ai pas de voiture, donc voilà. Arrêtons tout de suite, on va nous prendre pour des écolos-bobos, là, c'est terrible. C'est vrai que... c'est même pas idéologique, hein, c'est seulement une question de
de budget déjà, et puis ensuite de problèmes qui se sont succédés, on va dire, qui m'ont empêché pour l'instant d'avoir une voiture. C'est pas écologique, c'est économique. Bon. Du coup, bon, l'inflation, c'est bien, on en rigole ce soir, c'est cool. Pardonnez mon anglicisme, hein, mais... On va pas en pleurer, hein, ça sert à rien. Non, on va pas pleurer, voilà. Au bout d'un moment, on va trouver des solutions. Est-ce que on peut transformer l'inflation en opportunité? Comme je viens de l'expliquer, effectivement, pour la remise en forme, je suis pas en reste non plus, hein, très loin de là. Mais pour le changement de régime alimentaire, histoire de pouvoir durer un peu plus longtemps sur cette terre, ouais, ça m'aide, on va dire que les problèmes économiques me permettent de manger plus sainement. Voilà. Faut voir le positif là-dedans. Chacun trouve son bonheur où il peut. Tout à fait. Et puis d'une certaine manière, ça pousse en fait ceux qui ont envie de s'en sortir à développer des réflexes beaucoup plus autonomistes. En fait, je pense que ça fait un grand bien dans ce grand mal qui nous entoure. C'est comment les gens vont peut-être plus réaliser que nous sommes décisionnaires, on va dire, de notre futur, de notre vie et de la façon dont nous voulons la vivre, et que la meilleure manière en fait d'y arriver, mais c'est de basculer sur de l'autonomie, sur une capacité à pouvoir diriger pleinement sa vie, à faire pousser sa nourriture, à être capable de s'autosuffire, autant qu'il est possible, hein, bien sûr, parce que personne ne peut fonctionner purement tout seul contre tous dans une autonomie individualiste. Mais je pense que ça permet aussi de renforcer des liens. Alors, en tout cas, le covoiturage, je pense, n'a jamais été aussi présent qu'en ce moment. En tout cas, moi, on me propose très souvent de faire du covoit, pour le coup. J'ai pas toujours l'occasion de pouvoir accepter aussi de mon côté, mais bref, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu cet élan de générosité qui apparaît au sein de la population. On a quand même des gens qui nous proposent de nous aider de temps en temps, à offrir de la nourriture ou ce genre de choses. Bon, pas à moi, mais je connais des gens à qui ça arrive. Donc, je rassure nos auditeurs, je ne suis pas non plus en disette, hein. J'ai moins de viande, mais ça va, hein. J'en suis pas d'avoir pas besoin qu'on vienne me donner de la nourriture. À moins que ce soit des steaks ou de la viande, ça vous pouvez, y a pas de problème, hein. Pour que je puisse manger à ma faim, n'hésitez pas à faire un don d'ailleurs au Café Richelieu. Alors ça s'appelle de la mendicité, Sky. Je suis yougoslave. Et mon enfant, il est malade, madame, monsieur, s'il vous plaît. Tu pourrais chanter une chanson en échange, ce serait la moindre des choses. Je suis sûr qu'on Je savais pas que t'étais dans le besoin. Alors, en gospel ou non Et dans votre entourage proche, il y a des gens qui le ressentent aussi, qui pallient à ça, qui trouvent des solutions aussi, ou alors ça manque pas, et puis les gens que vous connaissez s'en sortent bien? Alors pour l'instant, les gens que je connais dans mon entourage, en fait, on va pas dire qu'ils s'en sortent bien, on va dire qu'ils font aller. C'est-à-dire que tant que la situation est telle qu'elle est, ça tient encore. Il faudrait pas que ça empire, en fait. Il y a beaucoup de gens que je connais qui sont quand même ric-rac, très ric-rac. Donc à un moment donné, en fait, il faut bien prendre conscience que les gens aujourd'hui, en fait, s'il n'y a pas, enfin la colère de toute façon sociale est toujours là, toujours présente, et que s'il n'y a pas, on va dire, un débordement de cette colère, c'est justement parce que les gens ont encore une capacité à pouvoir remplir un minimum le frigo. Ça diminue, on diminue je vois des gens qui lorgnent sur la qualité de leur nourriture, qui mangent beaucoup plus finalement malsain, en fait, d'une certaine manière. Parce que moins cher. Des produits, des produits bas de gamme. Mais que ces gens sont prêts à accepter cette situation, parce qu'on est quand même un peuple assez fort, malgré tout, malgré l'époque qu'on vit. Et les gens, en fait, ils vont pas chialer parce qu'ils ont de la nourriture un peu moins de bonne qualité pendant un temps. Faut juste pas que cette situation dure. Faut pas que cette situation empire, surtout pas. Enfin, d'une certaine manière, parce que voilà, après, chacun peut y voir son opportunité, mais je vois surtout le catastrophisme, on va dire, derrière. Donc voilà, il faut pas que cette situation perdure trop dans le temps. Oui, en fait. Ou empire. Si ça arrive, là, on peut renvoyer nos auditeurs à la vidéo sur la guerre civile. Effectivement. On se contredirait d'ailleurs d'une certaine manière, parce que c'est vrai que voilà, bref, de toute façon, vous avez qu'à voir la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Ah oui, on va pas divulgacher notre vidéo maintenant. Si vous voulez la conclusion de la guerre civile, allez la voir. Mais du coup, à nos auditeurs, je demanderais, est-ce que vous avez des façons de faire, de transformer cette inflation qui est plutôt embêtante, pour pas être grossier, pour la transformer en opportunité? Alors,
avec ma fiancée, on a changé de type de chauffage, et on est passé sur un chauffage à bois, à l'ancienne, hein, poêle à bois, ce qui est le plus classique. Et ben en fait, en chauffant au bois, on chauffe plus chaud que les autres années, et ça nous coûte moins cher. Donc finalement, même avec l'inflation, on paye notre chauffage moins cher qu'en chauffant au gaz une année où il n'y avait pas encore l'inflation. Donc finalement, de ce point de vue-là, on est carrément gagnant. Ah, c'est pas faux. Alors après, effectivement, il y a d'autres choses qui augmentent, donc finalement, on n'est pas entièrement gagnant. Mais sur ce point-là, précis, économiquement et au niveau du confort, parce que là, je regarde le thermomètre, il fait 25, bon, on est bien, quoi. Alors, ça demande un petit peu d'effort de notre côté. Il faut fendre le bois, il faut le chercher, il faut le charger, il faut le décharger, il faut penser à en remettre régulièrement. Ça demande un petit peu plus de boulot que de régler le thermostat sur 22 degrés. Ouais, c'est pas faux. Mais à côté de ça, le confort est pas le même. Donc, en fait, je pense que ça pourrait être en partie une des pistes de réflexion de cette émission. Et peut-être une morale, c'est en fait, on n'a rien sans rien. Donc, peu importe qu'il y ait de l'inflation ou pas d'inflation, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour l'obtenir. Moi, je préfère avoir à lever mes fesses de ma chaise toutes les heures pour aller remettre une bûche dans le poêle à bois et avoir 25 degrés dans la salle à manger, plutôt que de payer 1000 ou 2000 ou 3000 euros de plus pour avoir 22 degrés et pas avoir à me lever. C'est pas faux. C'est une question de compromis, tout est une question de compromis. Ouais, tout à fait. Dans sa vie. De choix. Et je préfère choisir d'avoir à me lever une fois toutes les heures pour aller fendre une bûche et la mettre dans le poêle, plutôt que de payer 3000 euros pour pas avoir à me lever toutes les heures. En fait, c'est ça en fait le choix. C'est est-ce que tu veux payer 3000 euros pour pas avoir à lever tes fesses, ou est-ce que t'es capable, ou est-ce que t'as envie de lever tes fesses. C'est juste ça. Et je pense que c'est un peu pareil pour tout, c'est-à-dire que pareil pour le travail, j'ai choisi de changer de boulot et d'avoir un boulot qui est à chrono en main, je pense 3 minutes 30 de chez moi à pied. Ce qui fait que j'ai pas à prendre de voiture. Alors j'ai encore une voiture du coup, parce que c'est utile et puis je m'en sers pour partir en week-end, pour voilà, aller faire les courses une fois de temps en temps quand il y a des grosses courses, pour aller chercher le bois, parce qu'il faut aller chercher le bois. Je pourrais me le faire livrer si j'avais pas de voiture, cela dit. C'est pas faux. Mais je pourrais choisir de ne plus avoir de voiture, donc pas les frais liés à la voiture, l'entretien, le contrôle technique, l'essence, l'assurance, bref, que des choses qui sont finalement dont on peut se passer. Et je dis ça, j'habite en campagne, j'habite pas en ville. Alors en ville, il y a d'autres contraintes, on peut pas forcément chauffer au bois, c'est plus compliqué. Mais vous êtes pas obligé d'avoir une voiture. Moi, je suis relativement obligé d'avoir une voiture parce que j'ai pas de gare là où j'habite. J'ai pas de gare, les bus, il y en a en semaine parce que y a un collège, mais le week-end, il y a rien. Ah, bref, donc la voiture est relativement nécessaire. Ouais, c'est pas faux. Cela dit, je peux me permettre de chauffer au bois. Donc finalement, chacun essaye de trouver des compromis en fonction de son lieu d'habitation, de sa zone géographique, et puis de son salaire. Et merci Abba de me prévenir que je suis en train de faire un super long tunnel sous la Manche. Ouais, c'est pas faux. Ouais, alors justement, j'étais sur le point d'intervenir pour te dire que ça fait un peu long. Il y a Salvia qui essaie de parler depuis tout à l'heure, elle peut pas. Oh, je suis désolé, j'étais dans ma lancée en train de regarder mon poêle à bois et de me dire que c'était vachement bien. Non, c'est juste que j'essaye de ne pas interrompre les gens parce que c'est... Ah, Salvia, si t'as quelque chose à dire, je t'en prie. C'est qu'une petite chose que j'avais à rajouter par rapport même au tout début de ce que tu disais là à l'instant, c'est que c'est une question de compromis en fait, et c'est même, je dirais plus, une question comment dire, d'optimisation, d'utilisation de l'énergie, quelle qu'en soit la forme en fait. Par exemple, est-ce qu'on est prêt, on va dire, à payer moins cher, mais à devoir utiliser un peu plus de sa propre énergie pour fendre son bois ou remettre une bûche comme tu disais, mais finalement, on chauffe quand même plus chaud. Donc ça garde ses avantages. Tout est une question en fait d'optimisation simplement. Il me vient une réflexion à l'esprit. Vous m'arrêtez si je repars dans un tunnel. Ouais, c'est pas faux. Est-ce qu'on devrait pas regarder nous royalistes le problème du point de vue du bien commun? C'est-à-dire que j'ai rien contre le chauffage au gaz ou à l'électricité dans l'absolu. Est-ce qu'on devrait pas le garder
pour les gens qui justement ne peuvent plus se permettre par exemple de chauffer au bois ou d'avoir une chaudière qu'il faut entretenir ou alimenter régulièrement. Tu parles d'une meilleure répartition de l'utilisation en fait. En fait c'est ce que tu viens de dire, c'est une meilleure répartition de l'utilisation de l'énergie, mais de l'énergie humaine aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui est capable de faire son bois de chauffage, bah il fait son bois de chauffage, et puis quelqu'un qui a 70 ans, qui est à la retraite et qui a de l'arthrite dans les bras, bah on va lui fournir un chauffage au gaz, électrique, géothermique, etc. Tu vois? Oui, ça en fait, faire en sorte que ces moyens faciles, on va dire, d'obtenir du chauffage, d'obtenir en fait un certain niveau de confort, soit réservé à ceux qui ne se peuvent plus en fait à l'assurer par eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Tout à fait raison. Mm-hmm. En fait, ça devrait. D'ailleurs, c'est vrai que c'est bien que tu dis ça parce que ça souligne le fait que cette réflexion est complètement absente du débat politique aujourd'hui. Alors, on me dit dans l'oreillette que en appartement, le chauffage au bois, bah oui, mais qui t'a dit d'aller habiter dans un appartement? C'est les lapins qui vivent dans des clapiers. Alors là, ouais, après tu touches du doigt notre problème de société, c'est un problème civilisationnel. La façon dont nous vivons tous ensemble, ou plutôt les uns à côté des autres à ce niveau-là. En fait, j'avais vu une émission qui traitait justement, vu qu'on parle du chauffage en fait, et qu'on aborde ça sur le sujet de vivre ensemble, la façon dont vivaient nos ancêtres en fait, par rapport à la nécessité de se chauffer. Les gens n'avaient pas tous les moyens en fait de pouvoir se payer le bois nécessaire au chauffage. Ils n'avaient pas tous les moyens, le temps, aussi l'énergie à investir là-dedans. Donc ce que faisaient les gens, en fait, c'est qu'ils se rassemblaient en communauté. Ils se rassemblaient dans les tavernes, ils se rassemblaient dans les cafés, ils se rassemblaient dans les endroits en fait publics qui étaient chauffés, afin précisément de déjà survivre un minimum, passer un moment agréable au moins. Et les domiciles n'étaient pas des lieux stagnants dans lesquels en fait on passait le plus clair de notre temps. Il n'y avait pas comment on peut appeler ça, d'instinct grégaire, si on veut. Il y avait beaucoup plus de liens, je pense, qui devaient se faire avec nos ancêtres, les uns avec les autres, dans ces lieux de rencontre. Aujourd'hui, les gens, ils sont dans leur appartement, ils sortent plus. Je voudrais ajouter justement sur ce qu'il vient de dire, d'ailleurs, ça me fait penser, vous avez sûrement déjà vu des documentaires, des choses comme ça, sur les maisons, les logements collectifs des mineurs, par exemple, dans le Nord. Et il y en a un notamment qui s'appelle le Familistère, qui est assez connu, qui était géré d'une façon très communautaire, où les gens se réunissaient régulièrement et décidaient en fait en grande partie de la façon dont la communauté gérait son énergie, gérait plein de choses. Ça allait depuis le chauffage, l'eau chaude, jusqu'à par exemple toutes les femmes du Familistère recoudre nos vêtements ensemble ou ce genre de choses. La particularité de cette ville, c'est son Familistère. En 1846, Jean-Baptiste André Godin, jeune industriel, s'installe à Guise. Il fonde une entreprise d'appareils de chauffage et de cuisine, les fameux poêles Godin. Ces appareils permettent à Godin, d'origine modeste, de faire fortune. Ancien ouvrier, il a conservé le souvenir des terribles conditions de vie et de travail des salariés de l'industrie. En pleine révolution industrielle, il décide d'utiliser sa fortune pour améliorer la vie de ses employés et proposer ses solutions au problème du paupérisme ouvrier. Godin pense à un palais de briques, un Versailles populaire. Les bâtiments d'habitation qu'il fait construire pour son personnel et leur famille, à partir de 1859 jusqu'en 1880, sont édifiés en bordure de l'Oise, à quelques centaines de mètres de la mairie et à 2 pas de l'usine. Il donne à ce lieu de vie et de travail le nom de Familistère. La première étape, la plus urgente, est selon lui d'améliorer les conditions de logement et de vie des familles en leur apportant les équivalents de la richesse. Ce qu'il souhaite, donc, c'est que cette population, elle soit maîtresse de son destin. Et pour qu'elle soit maîtresse de son destin, il y a des conditions économiques qui sont de pouvoir être détenteur du capital de ce qui les fait vivre, c'est-à-dire l'entreprise, tant et si bien que, pour ainsi dire, à la mort de Godin, le Familistère appartient à ses travailleurs habitants. Mais ces idées étaient bien plus vastes, puisqu'il voulait transformer la société, faire un monde plus en harmonie, et donc de diffuser ces idées et que les gouvernements s'en emparent pour faire des lois, et ainsi on aurait transformé la société petit à petit d'une façon pacifiste et non pas par des révoltes et des révolutions. Hygiéniste convaincu, Godin inclut dans ses équivalents de la richesse tout ce qui garantit la salubrité du logement.
la luminosité des appartements, la circulation de l'air, l'accès à l'eau potable à chaque étage sont des éléments fondamentaux que garantit l'architecture particulière des bâtiments. Le soin du corps est également assuré par la création d'une buanderie située près du cours d'eau dans laquelle on lave et sèche le linge. Cela évite les odeurs d'humidité dans les logements. Le palais social, c'est 10 millions de briques, 30 000 mètres carrés de surface répartis en 3 pavillons, 1 kilomètre de coursive, 495 appartements, un théâtre de 1000 places, une école. En 1889, 1748 personnes vivent au Familistère. Ce qui est important, c'est de se rappeler que Jean-Baptiste André Gaudin, quand il crée l'association Capitale et du Travail, il est dans un souci de redistribution de la richesse, ce qu'il appelle les équivalents de la richesse. D'ailleurs, dans un concept non pas d'égalité, mais d'équité, à chacun selon ses besoins, et on détermine collectivement quels sont les besoins des uns et des autres. C'est la grande différence avec le patronat du 19e siècle, qui va être dans un système très paternaliste. On est contrairement à cela dans un système totalement différent, qui, je le rappelle, va durer de 1880, création de l'association du Capital et du Travail, jusqu'à 1968. Et ça, c'est intéressant de voir que on se décale de cette volonté paternaliste, et au contraire, là, l'ensemble de la communauté du Familistère, que vous soyez gérant ou ouvrier, vous êtes propriétaire de l'outil de travail, mais vous êtes aussi propriétaire de votre habitation, de votre école, de votre pouponat, de votre buanderie, de votre théâtre. Et ça, c'est important de se dire, on est dans un dispositif dont on maîtrise les différents composants collectivement. Ça réinterroge réellement sur ce qu'on est aujourd'hui. Ça veut dire par exemple que quand on a le débat de la redistribution de la richesse, les traders, les bonus, toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui, par exemple sur la redistribution du capital, peut-être qu'il y a des choses à aller observer pour réfléchir, pour réinventer des formes de société sur lesquelles Gaudin est peut-être un exemple qu'il ne faut pas reproduire, mais qu'il faut réinventer peut-être avec notre langage d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'entraide comme ça entre les ouvriers en fait. Et je pense que ça, on devrait garder, remettre ça un peu au goût du jour dans tout simplement même les immeubles, les choses comme ça. C'est quelque chose qui n'existe plus ou très peu. Non, moi je pense que c'est les immeubles qu'il faudrait raser, mais je suis d'accord avec toi, ça vient en fait en soi, ce serait remettre une forme de collectivisme, entre guillemets, sans pour autant basculer dans le communisme. Mais je le savais que vous étiez des communistes. Eh merde, on a été découvert. Oh là, grillé. Et je dois bien admettre que j'ai un héritage familial. Hein. Oui, mais bon. Oui, après, c'est le vrai communiste ou le vrai communisme ou le faux communisme? Parce qu'il y en a un qui marche et puis l'autre on n'a jamais essayé. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Oui. Non, c'est jamais du vrai communisme. Jamais du vrai... Voilà. Bref, messieurs, madame... Comment? Monsieur, madame, pardon. J'ai pas compris. Messieurs, dames. Oui, voilà, ça marche aussi. Seigneurs et dames. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais... Tout à fait, chers auditeurs. Eh bien, je suis très heureux d'avoir pu faire cette émission en compagnie de Sky et Salvia. Merci à vous. Merci à toi. Merci à Salvia. Merci beaucoup. Et je vous dis donc au mois prochain pour une prochaine émission du Cercle Richelieu. En attendant, n'hésitez pas à marquer en commentaire si cette émission vous a plu, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à nous dire si vous avez des astuces pour lutter contre l'inflation, pour la transformer en opportunité. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air aussi. De toute façon, vous n'avez plus le choix. Ça nous fait plaisir. Voilà. Dictateur YouTube a parlé. Donc si vous voulez être notifié pour la publication du prochain numéro, n'hésitez pas non plus à activer la cloche. Et sur ce, je vous dis à bientôt, vive le roi et protégez la foi catholique. Ok, bon, c'est dans la boîte. Hein. C'était du rapide, dis donc, 1 heure. Ouais, c'est cool, hein. Ah ouais, non, là, je suis fier de nous. Ouais. Bah, si vous êtes motivé, on peut en enregistrer un second. Allez, c'est parti. Alors, on va aller se coucher. Oui. Bene, io sono molto stanca e vado a dormire. Buonanotte. Buonanotte. Bon, scusate, ma comincio a sentire la fatica, eh? Sì. Buonanotte. Oui, nous allons nous coucher. Ah bah attends, bien sûr. Et il a pas dit pour faire quoi, il a pas dit on va dormir.